Avez-vous déjà remarqué que parfois, précisément lorsque tout semble perdre son sens, quelque chose commence à changer en vous? Avez-vous déjà ressenti un étrange inconfort en regardant la vie que vous avez menée pendant des années, comme si elle était encore la vôtre, mais ne vous appartenait plus tout à fait? Et vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines des transformations les plus importantes de votre vie sont arrivées déguisées en crise? Nietzsche a écrit quelque chose dont peu de gens saisissent toute la profondeur. Il faut porter en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. Mais ce que l'on dit rarement, c'est que le chaos ne se présente pas comme une révélation glorieuse. Il arrive sous la forme de la confusion, de l'épuisement, de cette sensation silencieuse que quelque chose est en train de mourir en vous sans que vous puissiez identifier exactement quoi. Carl Jung a passé des décennies à observer un phénomène récurrent. Avant une profonde transformation psychologique, l'individu traverse une période extrêmement inconfortable, non pas parce qu'il est en train d'échouer, mais parce que la structure intérieure qui soutenait son identité commence à perdre de sa force. Le problème, c'est que presque personne ne reconnaît ce moment. La plupart des gens interprètent l'effondrement de leur ancienne version d'eux-mêmes comme le signe que quelque chose ne va pas. Lorsque leurs anciens objectifs perdent leur éclat, ils croient avoir perdu leur motivation. Lorsque certaines relations cessent d'avoir du sens, ils pensent être devenus froids. Lorsque leurs anciennes habitudes commencent à leur sembler vides, ils croient avoir perdu leur direction. Mais il existe une possibilité plus troublante. Peut-être que vous n'êtes pas perdu. Peut-être êtes-vous simplement en train de cesser d'être la personne que vous avez dû devenir pour survivre. Car il arrive un moment dans la vie où l'esprit cesse de lutter pour préserver le passé et commence silencieusement à préparer de l'espace pour quelque chose qu'il ne peut pas encore voir. Et ce processus paraît rarement beau. Il ressemble à un incendie. Il existe une image qui apparaît sans cesse dans les traditions alchimiques qui ont fasciné Jung durant une grande partie de sa vie. L'image du métal placé dans le feu, non pas pour être détruit, mais pour être transformé. Le problème, c'est que pour le métal, ces deux expériences sont indissociables. Si le métal pouvait penser, il croirait qu'il est en train de mourir. C'est exactement ce qui arrive à de nombreuses de personnes. Elles atteignent un point où leur propre vie commence à leur sembler émotionnellement méconnaissable. Ce qui suscitait autrefois de l'enthousiasme provoque désormais de l'indifférence. Les conversations qui semblaient importantes paraissent soudain vides. Les objectifs poursuivis pendant des années perdent leur sens d'une manière presque troublante. Et alors la peur apparaît, parce que l'esprit humain a été conditionné à associer la clarté à la sécurité. Lorsque cette clarté disparaît, il suppose immédiatement que quelque chose ne va pas. Mais Jung a observé qu'il existe une différence fondamentale entre la confusion et la désintégration. La confusion survient lorsque vous ne savez pas où aller. La désintégration survient lorsque la personne qui a guidé votre vie jusqu'ici commence à disparaître. Et cela produit des symptômes qui sont rarement compris. Vous devenez moins tolérant, moins disponible, moins intéressé à plaire aux autres. Certaines concessions commencent à paraître impossibles. Certains masques deviennent trop lourds pour être portés plus longtemps. C'est comme si une partie de votre esprit refusait enfin de continuer à payer le prix psychologique qu'elle acceptait auparavant sans le remettre en question. L'exemple le plus courant est peut-être celui d'une personne qui a passé des années à rechercher l'approbation de sa famille, de son partenaire, de ses amis, de ses collègues. Pendant longtemps, ce besoin fonctionne comme un carburant émotionnel. Mais arrive un moment où quelque chose se brise, non pas parce que la personne a trouvé l'estime de soi, mais parce qu'elle est épuisée de négocier sa propre identité. Et lorsque cela se produit, une sensation profondément inconfortable apparaît. L'ancienne manière de vivre ne fonctionne plus, mais la nouvelle n'est pas encore née. C'est dans cet espace intermédiaire que beaucoup de personnes paniquent. Elles tentent de retrouver leurs anciennes habitudes, reviennent vers des relations dépassées, réactivent des comportements qu'elles avaient pourtant abandonnés, non pas parce qu'elles les désirent réellement, mais parce que l'inconnu semble plus menaçant que la souffrance familière.
Dostoïevski a compris cela avec une lucidité brutale lorsqu'il a écrit que l'être humain préfère souvent un malheur connu à une liberté incertaine, car la liberté exige une mort psychologique. Et toute mort psychologique engendre un deuil. Ce que vous ressentez à ce moment-là n'est pas seulement de la tristesse, c'est la perte progressive d'une identité, la version de vous qui a appris à survivre, la version qui savait exactement quel rôle jouer, la version qui organisait toute sa vie autour des attentes des autres. Et plus cette structure se désagrège, plus le feu semble intense. La vérité, c'est que l'incendie ne consume pas ce que vous êtes, il consume ce que vous avez dû devenir. Et il existe une différence immense entre ces deux réalités. Il existe une identité que de nombreuses personnes portent pendant des décennies sans même s'en rendre compte. Elle n'apparaît pas dans le miroir, elle ne figure sur aucun document et personne ne la nomme à voix haute. Pourtant, elle contrôle les décisions, les relations, les attentes et même les échecs qui se répètent. C'est l'identité de l'outsider, la personne qui vit en attendant le jour où elle sera enfin reconnue. La personne qui s'est tellement habituée à lutter qu'elle ne sait plus exister en dehors du combat. Au début, cela ressemble à une force. Vous vous voyez comme quelqu'un de résilient, quelqu'un qui supporte davantage que les autres, quelqu'un qui continue d'avancer, même lorsque personne ne croit en lui. Mais un piège se cache derrière cette image. Car après de nombreuses années, la lutte cesse d'être une circonstance pour devenir une identité. Et lorsque cela arrive, quelque chose de dangereux apparaît. Vous ne voulez plus seulement réussir. Vous avez besoin de continuer à être celui qui lutte pour réussir. La différence semble minime, mais elle change tout. Sans s'en rendre compte, la personne commence à organiser sa vie autour du manque. Toute sa narration intérieure dépend de la difficulté. Toute son estime de soi dépend du sacrifice. Toute sa valeur personnelle dépend de sa capacité à résister. C'est pourquoi certains individus sabotent les opportunités lorsqu'elles se présentent enfin. Non pas parce qu'ils sont incompétents, mais parce que le succès menace de détruire l'identité qu'ils ont construite pendant des années. Si la lutte prend fin, qui seront-ils? Voilà la question que presque personne n'ose affronter. Car la vérité, c'est que beaucoup de gens ne sont pas prisonniers de l'échec. Ils sont prisonniers de l'histoire qu'ils racontent à son sujet. Ils passent des années à répéter les mêmes récits, les mêmes blessures, les mêmes injustices, les mêmes personnages, comme un acteur qui continue à jouer un rôle alors que la pièce est terminée depuis longtemps. Au milieu du XXe siècle, Émile Cioran a écrit quelque chose qui ressemblait moins à une réflexion philosophique qu'à une radiographie brutale de la condition humaine. Chacun construit sa vie sur une ruine. Certains passent leur existence entière à restaurer les décombres. Peu de phrases décrivent aussi bien ce moment, car abandonner l'identité de l'outsider ne produit pas l'euphorie. Cela produit le vertige. Vous perdez le scénario, vous perdez les justifications, vous perdez les coupables habituels, vous perdez même certaines des histoires que vous utilisiez pour expliquer qui vous êtes. Et cela fait peur, parce que la souffrance connue offre une forme de confort pervers. Elle est prévisible. L'inconnu, lui, exige de la responsabilité. Lorsque l'identité de l'outsider commence à mourir, un changement silencieux se produit. Vous cessez de chercher des explications à tout. Vous cessez de comptabiliser les injustices. Vous cessez de transformer chaque obstacle en preuve que le monde est contre vous, non pas parce que les obstacles ont disparu, mais parce qu'ils ont cessé d'être le centre de votre identité. Pour la première fois, l'énergie autrefois utilisée pour soutenir un récit commence à être utilisée pour construire une réalité. C'est ici qu'a lieu une rupture décisive. Vous réalisez qu'une partie de votre souffrance ne venait pas seulement de ce qui vous est arrivé. Elle venait du besoin inconscient de continuer à être la personne à qui cela est arrivé. Et lorsque cette prise de conscience surgit, elle tranche profondément. Parce qu'elle vous oblige à admettre quelque chose d'inconfortable. Peut-être que votre plus grand attachement n'a jamais été l'échec. Peut-être était-ce la version de vous-même qui était la née de cet échec.
Et toute transformation véritable commence précisément ici, à l'instant où vous cessez de protéger l'identité construite par la douleur et où vous lui permettez de mourir. Et là, il existe un moment particulier au cours d'une transformation profonde. Ce n'est pas lorsque tout s'améliore, ni lorsque les problèmes disparaissent. C'est lorsque vous commencez à remarquer des choses qui passaient auparavant inaperçues. La plupart des gens croient que le changement se produit d'abord dans le monde extérieur, mais presque toujours, il commence dans la manière dont vous percevez la réalité. Pendant des années, votre esprit a été trop occupé à survivre, à interpréter les menaces, à anticiper les rejets, à revivre les échecs, à chercher des justifications. Lorsque cela se produit, la perception devient étroite. Vous ne voyez que ce qui confirme vos peurs, mais lorsqu'une identité commence à mourir, quelque chose change. L'énergie autrefois consommée par la lutte devient disponible pour l'observation. Et c'est alors que les schémas apparaissent. Soudain, une conversation ordinaire semble répondre à une question que vous évitiez depuis longtemps. Un livre oublié apporte précisément la réflexion qui vous manquait. Une opportunité surgit par l'intermédiaire d'une personne qui semblait sans importance. Non pas parce que l'univers a commencé à envoyer des messages secrets, mais parce que vous commencez enfin à voir ce qui a toujours été devant vos yeux. L'esprit humain fonctionne à travers des filtres. Il ne perçoit pas la réalité dans son ensemble. Il ne perçoit que ce qu'il considère comme pertinent. Et lorsque votre identité change, vos filtres changent avec elle. C'est pourquoi ce qui ressemble à une coïncidence n'est souvent qu'une nouvelle capacité de perception. Vous commencez à relier les points, à reconnaître des schémas, à percevoir des liens invisibles entre des événements qui semblaient auparavant isolés. C'est comme entrer dans une pièce sombre où les meubles ont toujours été présents. La seule différence, c'est qu'il y a désormais assez de lumière pour les voir. Mais il existe une erreur que beaucoup de personnes commettent à ce stade. Elles deviennent dépendantes des signes. Elles cessent d'agir pour commencer à tout interpréter. Elles cherchent un sens dans chaque retard, dans chaque nombre qui se répète, dans chaque rencontre fortuite. Sans s'en rendre compte, elles remplacent l'action par l'attente. Or, toute transformation authentique exige exactement l'inverse. Les signes ne sont pas là pour diriger votre vie. Ils révèlent simplement que votre perception est en train de changer. Le véritable signe de transformation n'est pas de trouver des messages cachés dans le monde, c'est de constater que vous ne réagissez plus de la même manière aux anciens stimuli. Ce qui provoquait autrefois la peur suscite maintenant la réflexion. Ce qui causait autrefois de l'anxiété éveille désormais la curiosité. Ce qui semblait autrefois être une fin ressemble maintenant à une simple transition. C'est à cet instant que quelque chose d'important se produit. Vous cessez de voir la vie comme une succession d'obstacles et vous commencez à la voir comme un ensemble de mouvements interconnectés. Pas tous agréables, pas tous compréhensibles, mais tous participant à une réorganisation plus vaste. Car le changement ne commence pas lorsque le monde change. Il commence lorsque vous cessez de regarder le monde avec les mêmes yeux. Il existe une phase de la transformation dont presque personne ne parle, parce qu'elle ne ressemble pas à une croissance, elle ne ressemble pas à une évolution, elle ne ressemble pas à une réussite, elle ressemble à un abandon, après que l'ancienne identité commence à mourir et après que vous cessez de vous reconnaître dans vos anciens récits, une période étrange apparaît, un territoire psychologique où rien ne semble se produire. Les personnes autour de vous continuent à vivre normalement. Le monde continue de tourner, mais à l'intérieur de vous, une sensation difficile à expliquer s'installe. Comme si vous étiez entre deux vies, l'ancienne ne fonctionne plus, la nouvelle n'est pas encore arrivée. Et le silence qui naît dans cet espace peut être effrayant. Pendant des années, votre esprit est resté occupé. Il y avait des objectifs à poursuivre, des conflits à résoudre, des personnes à impressionner, des preuves à apporter au monde. Même la souffrance offrait une direction. Elle vous maintenait en mouvement. Mais maintenant, quelque chose a changé. Vous ne ressentez plus le besoin de courir après les mêmes choses. Vous n'éprouvez plus le même enthousiasme pour les anciens objectifs.
Vous ne trouvez plus de plaisir dans les distractions qui remplissaient autrefois vos journées. Et c'est précisément ici que beaucoup de personnes pensent être en train d'échouer. Elles tentent de retrouver leur ancienne version d'elles-mêmes. Elles forcent des conversations qui ont déjà perdu leur sens. Elles retournent vers des relations qui auraient dû se terminer. Elles créent de nouveaux problèmes simplement pour retrouver une sensation familière. Parce que le vide fait peur. Le vide n'offre pas d'explication. Il n'offre pas de garantie. Il n'offre pas d'applaudissements. Il est simplement là. Et la plupart des gens passent leur vie entière à essayer de lui échapper. Pourtant, il existe quelque chose que l'on comprend rarement. Le vide n'est pas une absence, le vide est un espace. Toute reconstruction exige de l'espace. Aucune nouvelle structure ne peut émerger tant que l'ancienne occupe encore le terrain. C'est pourquoi cette période s'accompagne souvent d'éloignements inattendus. Les amitiés changent, les centres d'intérêt disparaissent. Certains environnements deviennent inconfortables. Même certaines ambitions semblent perdre leur éclat. Non pas parce que vous êtes devenu indifférent à la vie, mais parce que vous cessez progressivement d'investir votre énergie dans tout ce qui dépendait de votre ancienne identité. Il existe une solitude particulière dans ce processus. Ce n'est pas nécessairement l'absence de personne, c'est la sensation de ne plus pouvoir communiquer à partir de la même version de vous-même. Vous cessez de poursuivre chaque approbation. Vous cessez de transformer chaque difficulté en urgence. Vous observez simplement et vous attendez, non pas avec passivité, mais avec conscience, car il existe une immense différence entre être immobile et être en préparation. La graine aussi semble immobile avant de percer la terre. Le problème, c'est que ceux qui regardent de l'extérieur ne voient que la surface. Ils ne voient pas les racines qui grandissent dans l'obscurité. Ils ne voient pas la structure qui se construit silencieusement. Ils ne voient pas la transformation invisible en train de se produire. Et c'est peut-être exactement ce qui vous arrive en ce moment. Peut-être que ce silence n'est pas le signe que vous avez perdu votre chemin. Peut-être est-il la preuve que quelque chose en vous a enfin cessé de courir. Car avant tout grand changement, il existe une période où rien ne semble se produire. Et pourtant, c'est précisément dans ce silence que la nouvelle version de vous-même commence à naître. Tout au long de ce chemin, vous avez peut-être remarqué quelque chose d'inconfortable. Le plus grand obstacle n'a pas toujours été ce qui vous est arrivé. Bien souvent, c'était l'identité qui est née de ces expériences. D'abord est venu le feu, cette sensation que des parties importantes de votre vie étaient en train de s'effondrer, puis est venue de la mort silencieuse de la version de vous-même qui avait besoin de la lutte pour justifier sa propre existence. Ensuite sont apparus les signes. Non pas comme des messages magiques, mais comme une nouvelle capacité à percevoir des schémas qui étaient auparavant cachés sous des couches de peur, d'anxiété et de répétition. Et finalement est arrivé le silence, l'endroit que presque personne ne supporte, l'espace où les anciennes certitudes disparaissent avant que les nouvelles structures n'aient été construites. Peut-être est-ce exactement là où vous vous trouvez en ce moment, entre ce que vous ne pouvez plus être et ce que vous ne savez pas encore comment devenir. La plupart des gens interprètent ce moment comme un échec. Mais il existe une autre possibilité. Peut-être que la confusion que vous ressentez n'est pas un signe de perte. Peut-être est-elle le prix inévitable à payer pour abandonner une identité qui n'est plus capable de soutenir la personne que vous êtes en train de devenir. Car toute transformation véritable exige un renoncement. Pas seulement à certaines habitudes, pas seulement à certaines personnes, mais à l'histoire que vous vous racontez sur vous-même depuis des années. Et c'est la question qui demeure lorsque cette vidéo se termine. Si toutes vos excuses disparaissaient aujourd'hui, si tous les récits qui expliquent vos échecs cessaient d'exister, qui seriez-vous face à votre propre vie? Peut-être que la réponse à cette question est précisément ce qui vous attend de l'autre côté de ce silence. Si cette vidéo a éveillé une réflexion en vous, ne passez pas trop vite à autre chose. Certaines idées ne sont pas faites pour être immédiatement acceptées ou rejetées. Elles sont faites pour être observées, en silence. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez dans les commentaires la phrase « J'observe ce qui est en train de mourir en moi ». Cela aide la chaîne à atteindre d'autres personnes qui essaient elles aussi de comprendre leurs propres schémas au lieu de simplement les fuir. Abonnez-vous à la chaîne
et activez les notifications pour suivre les prochaines analyses sur la psychologie profonde, le comportement humain, l'individuation, l'ombre, l'identité et les mécanismes invisibles qui façonnent nos choix. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout, merci d'être resté jusqu'au bout face à des questions que la plupart des gens passent leur vie entière à éviter.